Avant de commencer, la discrétion du spectateur est fortement conseillée. Ce qui suit est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Il s'agit du témoignage textuel devant le tribunal fédéral dans le cadre du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. La salle d'audience était tendue lorsqu'un témoin surprise s'est présenté. Une femme que personne n'attendait. Une femme qui avait tout vu. Elle n'était pas une célébrité. Elle n'était pas une ancienne compagne. Elle était l'ancienne femme de chambre de Diddy, employée pendant des années. Elle nettoyait après ses soirées les plus privées, ayant signé des accords de confidentialité stricts et gardé le silence, jusqu'à aujourd'hui. Son silence était terminé. Elle parla de contrats brûlés, de draps tachés de rouge, et d'objets étranges négligemment jetés dans des poubelles. Mais la découverte la plus troublante fut une photo de passeport brûlé, celle d'une jeune fille disparue. La même que le monde avait oubliée, jusqu'à aujourd'hui. Des halètements résonnaient dans la salle d'audience lorsque les preuves furent révélées. Diddy, assis immobile à la table de la défense, était visiblement secoué. Ce qui s'était passé à huis clos n'était pas seulement dérangeant, c'était accablant. Et pour la première fois, le monde découvrait une version de Diddy qu'il avait tout fait pour cacher. Ce témoignage pourrait tout changer. Elle entra vêtue de noir, dans une robe simple, sans maquillage. Ses cheveux étaient attachés en arrière, d'une manière qui disait « Je ne suis pas venu ici pour attirer l'attention ». Son nom ne fut pas divulgué pour sa sécurité. Dans les documents judiciaires, elle était simplement connue sous le nom de femme de ménage X. Lorsqu'elle s'assit sur la chaise du témoin, un changement notable se produisit dans la salle d'audience. Les caméras n'étaient pas autorisées, mais les journalistes présents notèrent que Diddy se pencha en arrière sur son siège, les bras croisés, ses lunettes de soleil toujours sur le visage, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Elle se présenta doucement. Elle avait travaillé pour Diddy de 2014 à 2020, sous contrat privé, avec pour mission principale de maintenir la discrétion et la confidentialité. Elle ne faisait pas partie de la foule des fêtes. Elle n'apparaissait pas dans les vidéos. C'était elle qui nettoyait ce qui restait, après que tout le monde soit rentré chez lui, ou se soit évanoui. « J'ai vu beaucoup de choses », dit-elle, en jetant un rapide coup d'œil vers la table de la défense. Je ne comprenais pas grand-chose à l'époque. Je faisais juste mon travail. Mais un lundi matin en particulier, après ce qu'elle décrivit comme l'une des pires after-parties qu'elle ait jamais nettoyées, quelque chose se produisit. Quelque chose qui changea tout. Elle arriva au domaine de Beverly Hills à 6h15. La maison était inhabituellement calme. Trop calme. D'ordinaire, on entendait encore de la musique, ou un chef en train de préparer le petit déjeuner. Mais ce matin-là, il n'y avait que le silence. Elle commença sa routine, ramasser les déchets. C'est arrivé en premier, se souvint-elle, en traînant une des grandes poubelles du couloir principal jusqu'au garage de service. Alors qu'elle triait les matières recyclables, elle remarqua une odeur étrange provenant d'un des bacs à brûler, un mélange de fumée plastique et de métal chauffé. À l'intérieur se trouvaient des cendres, mais pas seulement du papier. Parmi elles, des cadres photos à moitié fondus, une chemise en papier craft roussi, et coincé entre eux, un fragment de photo d'identité. Je n'étais pas censé regarder, admit-elle. Mais ça ne semblait pas normal. Quelque chose clochait. Le juge se pencha en avant. Le procureur brandit une copie du fragment que la femme de chambre avait signalé. Il était carbonisé et flou, mais un détail restait visible, le visage à demi souriant d'une adolescente. Le jury observa la photo en silence. Diddy ferma les yeux et se frotta les tempes. Ce fut le début de ce que l'accusation appellerait la maison des cendres, et la bonne. Cette femme silencieuse, longtemps négligée, allait devenir le témoin le plus accablant du procès. Alors que la salle d'audience se calmait, la femme de ménage X prit une profonde inspiration et serra les poings. Mains sur les genoux, elle continua. Elle raconta qu'elle voyait rarement les événements principaux, les fêtes remplies de célébrités, les lumières clignotantes, les haut-parleurs à tue-tête, et les beuveries incessantes. Mais c'était après ces fêtes que la véritable histoire commençait. On les appelait les after parties, expliqua-t-elle. C'est à ce moment-là que ceux qui étaient censés partir ne le faisaient pas. Les lumières s'éteignaient. La sécurité se renforçait. Les téléphones étaient enfermés dans des pochettes doublées de velours. Et les invités étaient différents, murmura-t-elle. Pas toujours des célébrités. Certains semblaient nerveux. D'autres, très jeunes, dit-elle. Ces instructions de nettoyage, ces soirs-là, étaient toujours très précises. Ne pas entrer dans les chambres de l'aile, ne pas nettoyer le bureau du bas, ne prendre que les déchets des zones désignées. Mais elle admit avoir enfreint ces règles plus d'une fois, non par curiosité, mais par peur. Elle avait été mise en garde par une autre femme de ménage. Une fois, il ne faut pas être celle qui trouve quelque chose et ne dit rien. Un soir, alors qu'elle nettoyait la salle de bain des invités, elle trouva une serviette tachée de sang, roulée serrée et coincée derrière les toilettes. Elle appela la sécurité. Ils l'enlevèrent sans dire un mot. Une autre fois,
Après une fête, elle fut affectée au hall principal. Elle y remarqua d'étranges marques sur le parquet, des rayures profondes, comme si quelque chose de lourd avait été traîné. Mais le pire, c'était la table rituelle. C'était une longue table à manger en bois, recouverte de cire de bougies fondues, de photos brûlées, de plumes, de verres brisés, et, elle hésita, de ce qui ressemblait à du sang séché. On ne m'a pas dit de la nettoyer, dit-elle. Mais je devais passer devant tous les matins. Personne n'y touchait jamais. Elle resta là pendant des jours. Une fois, elle disparut complètement. Puis, la semaine suivante, elle était de retour. Le juge lui demanda si elle avait signalé cela à quelqu'un. Elle secoua la tête. J'avais signé tellement de papiers. Je ne voulais pas finir comme les autres, ceux qui ont disparu. Le silence tomba à nouveau dans la salle d'audience. Même les avocats de la défense ne l'interrompirent pas. Car l'air avait changé. Les mots « rituel » et « disparu » planaient maintenant dans la pièce et il n'allait pas en sortir. Ce qu'elle avait trouvé dans les poubelles n'était pas un événement isolé. C'était devenu une habitude. Un cycle. À chaque after, les mêmes objets réapparaissaient avec une régularité troublante. Papier carbonisé, reçus déchirés, polaroïd à moitié brûlé, et, de plus en plus souvent, des photos de personnes qu'elle ne reconnaissait pas. Un soir, elle trouva une enveloppe rouge, timbrée, sur laquelle était écrit. Elle l'a ramassée. À l'intérieur, 5 contrats déchirés. Les noms étaient noircis. Les pages faisaient référence à un accord de participation et à une conformité totale. Chacun était froissé, taché, et sentait l'alcool et la fumée. Tout au fond, un billet de $100 déchiré en deux. Elle raconta qu'elle avait ramené ces fragments chez elle. Elle était terrifiée, mais incapable d'ignorer ce qu'elle avait vu. Pendant des semaines, elle les garda dans un petit coffre-fort, sous son lit. Ce n'est qu'un mois plus tard, à l'épicerie, que l'horreur la frappa de plein fouet. Sur le tableau d'affichage communautaire, près de l'entrée, il y avait un avis de disparition, une adolescente nommée Malia, vue pour la dernière fois lors d'une fête sur un yacht en 2016. Son visage était presque identique à celui de la photo de passeport qu'elle avait trouvée dans la poubelle. Je me suis figé. J'ai laissé tomber mes courses et je suis sorti du magasin. Je ne pouvais plus respirer. Elle raconta au jury qu'elle avait eu l'impression que sa poitrine s'effondrait. Une fois chez elle, elle récupéra la photo brûlée et la compara à nouveau. Les mêmes sourcils, les mêmes fossettes, la même tache de rousseur près de la joue gauche. Ce n'était pas une coïncidence. Elle envoya la photo de façon anonyme à une ligne d'assistance. Mais elle ne reçut jamais de réponse. Peu après, elle se sentit surveillée. Son téléphone se comportait étrangement. Une voiture resta garée face à sa maison pendant des heures. Elle déménagea, changea de numéro, et quitta son emploi. Je n'ai jamais voulu être mêlée à tout ça, déclara-t-elle au tribunal. Mais je n'en pouvais plus. Ni après la mort de Kim. Ni après la disparition de Malia. Ni après ce que j'ai vu dans les poubelles. La salle d'audience resta muette. La défense n'émit aucune objection. Parce que parfois, le silence en dit plus que n'importe quelle phrase. L'accusation plaça sur la table un sac de preuves scellé. À l'intérieur, une simple feuille de papier brûlé. Les bords étaient noircis. Certains mots illisibles. Mais en son centre, une phrase gravée dans la mémoire du témoin. Protocole d'entrée, événement privé, suivi d'une liste de noms, ou d'alias. La femme de chambre la fixa longuement. Elle inspira profondément. C'est l'une des pages que j'ai trouvées près de la cheminée, dit-elle. Sa voix tremblait, mais elle ne s'arrêta pas. Elle déclara au tribunal que Didi avait une routine particulière les matins suivant ces événements les plus exclusifs. Il s'asseyait dans son bureau rideau fermé, cheminée allumée, musique à peine audible et il brûlait des choses. Parfois, c'étaient des magazines ou de vieux papiers. Mais il y avait aussi des cassettes, des carnets, et des piles de contrats. Un matin, elle entra dans la pièce plus tôt que prévu. Elle le vit jeter un objet noir relié, un journal, dans le feu. Il se retourna et la vit. Elle se figea. Il ne cria pas. Il m'a juste regardé longuement, et m'a dit, « Tu n'as rien vu. » Puis il lui tendit une enveloppe pleine de billets. Sur l'enveloppe était écrit, « Silence. » Ce n'était pas de la paranoïa, dit-elle. J'étais payé non seulement pour nettoyer, mais aussi pour oublier. Ce qui changea à nouveau l'atmosphère du tribunal fut son récit de ce qu'elle appelait la salle des coffres. Une porte, dans le couloir de l'aile ouest. Toujours verrouillée. Toujours gardée. Aucun membre du personnel n'était autorisé à y entrer. Mais un jour, alors qu'elle livrait du nettoyage à sec dans une suite, elle trouva cette porte entr'ouverte. À l'intérieur, une pièce insonorisée, avec des étagères du sol au plafond. Chaque étagère contenait des cassettes mini DV et des cartes mémoire. Toutes soigneusement rangées. Certaines portaient des prénoms, d'autres des dates. Mais beaucoup n'avaient qu'un numéro. Elle fit un pas dans la pièce. Un homme apparut derrière elle.
Tourne-toi, dit-il. Sa main se dirigeait déjà vers sa ceinture. Je l'ai fait. Je n'ai même pas parlé. J'ai simplement hoché la tête, et je suis retourné à la cuisine. Je savais que j'avais vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. À partir de ce jour, elle ne fut plus programmée pour les journées suivant les événements les plus secrets de Didi. Son rôle ne lui fut réattribué que pour les soirées sans alcool, jamais pour les lendemains. Elle fut mise à l'écart, réduite au silence, puis finalement licenciée, avec une indemnité de départ, et un avertissement. Ils m'ont dit que si jamais je parlais de quoi que ce soit que j'avais vu, elle marqua une pause. Je disparaîtrais aussi. Le juge ne broncha pas. Les jurés ne clignèrent pas des yeux. Mais lui? Didi fixait le sol. Sur l'écran du tribunal, la photo apparut. Améliorée. Zoomée. Clarifiée autant que possible. Elle montrait la moitié gauche du visage d'une adolescente, les cheveux tirés en arrière, un sourire discret, et une petite tache de rousseur sous l'œil. La femme de ménage hocha lentement la tête. C'est celle que j'ai trouvée dans la poubelle, dit-elle. Des exclamations de surprise s'élevèrent dans la galerie. L'accusation présenta alors un grand panneau comparatif. À gauche, le fragment de photo d'identité. À droite, un dépliant datant de 2016 concernant une personne disparue, Malia J. Chaton, 17 ans, vue pour la dernière fois à une fête privée sur un yacht, au large de Miami. La ressemblance était indéniable. La chronologie correspondait parfaitement à l'une des célèbres fêtes estivales de Didi, sur invitation seulement. Je ne savais pas qui elle était quand je l'ai trouvée, expliqua la femme de ménage. Mais quand j'ai vu son affiche plus tard, j'ai compris. C'est la même fille. Les procureurs insistèrent. Avait-elle vu Malia en personne? Non, répondit-elle. Mais je me souviens avoir vu une fille qui lui ressemblait sur l'un des écrans pendant une fête, juste une seconde. Elle marchait derrière une foule. Puis elle a disparu. Les experts judiciaires confirmèrent que la photo provenait bien d'un passeport authentique, même partiellement détruit. Le numéro d'identification avait fondu, mais des traces de l'encre du filigrane officiel étaient encore visibles. La tension monta dans la salle lorsque l'accusation déclara à voix haute. Il s'agit désormais d'une enquête pour disparition, et non plus seulement d'un dossier pour faute professionnelle. Pour la première fois depuis plus d'une heure, Didi leva les yeux. Il regarda l'écran. Il ne sia pas. Il ne bougea pas. Mais un journaliste dans la salle nota un tic nerveux au coin de sa bouche. La femme de ménage reprit son témoignage. Elle se souvint que ce week-end-là, après la fête, la maison était en plein chaos. Des agents de nettoyage supplémentaires avaient été appelés. L'équipe habituelle, celle des grandes soirées, était introuvable. Un membre de la sécurité avait démissionné la semaine suivante. Elle raconta une conversation glaçante entendue dans le garage, entre deux assistants qui chuchotaient. Elle a paniqué. J'aurais jamais dû la laisser entrer dans la chambre. C'est réglé, mais il faut tout jeter maintenant. C'était le jour même où elle avait trouvé la photo dans la poubelle. À ce moment-là, la salle d'audience n'était pas seulement silencieuse. Elle était terrifiée. L'image publique de Didi inébranlable, calme, confiante, posée commença à s'effondrer. Au début, il resta immobile, le visage fermé, indéchiffrable. Mais à mesure que le témoignage plongeait plus profondément dans les femmes disparues, les cassettes brûlées, les enveloppes de silence remplies d'argent, quelque chose changea en lui. Sa jambe droite se mit à trembler sous la table. Il serra les mâchoires. Chaque fois que la photo ou les preuves issues des poubelles étaient mentionnées, il détournait le regard. L'un de ses avocats se pencha vers lui pour murmurer quelque chose. Mais Didi le repoussa d'un geste sec. Sa main trembla légèrement. Puis, l'accusation lança un enregistrement audio, un extrait de la première déposition de la femme de ménage. Elle raconta comment, un jour, elle avait demandé à un autre membre du personnel pourquoi la cheminée brûlait en permanence. Il lui avait répondu simplement. C'est comme ça que la vérité meurt ici. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Didi expira bruyamment et enfouit son visage dans ses mains. Une jurée, visiblement troublée, se trémoussa sur son siège. Le dessinateur du tribunal griffonna frénétiquement, capturant l'instant exact où un milliardaire s'effondra devant un jury. Puis, un nouveau coup fut porté, le juge approuva l'admission de la photo d'identité et des fragments de contrat brûlés comme preuve, malgré l'opposition de la défense, qui invoquait l'absence de preuves directes. Mais le juge rejeta cette objection hors de la salle d'audience. À l'intérieur, le masque tomba. Les journalistes annoncèrent la décision aussitôt. Didi commença à transpirer sous son costume. Sa main agrippa le bord de la table. À un moment donné, on lui tendit un mouchoir. Il l'accepta, s'essuya les yeux. C'était la première fois que quelqu'un voyait Didi pleurer au tribunal, non pas pour une affaire d'argent ou une accusation juridique, mais à cause des preuves qui menaçaient de révéler ce qu'il s'était acharné à enterrer. Après le témoignage accablant de la femme de ménage, l'accusation présenta du nouveau matériel,
une série d'extraits audio et de déclarations écrites provenant d'anciens membres du personnel. Ces derniers étaient trop effrayés pour témoigner publiquement, mais avaient parlé sous condition de protection. Le premier extrait diffusé était celui d'un homme. Une voix tremblante, mais déterminée. Je travaillais à l'organisation des événements dans l'LA. Nous devions rendre nos téléphones. Un jour, j'ai surpris quelqu'un qui essayait de filmer un événement étrange près du bureau du rez-de-chaussée. La sécurité l'a interpellé. On ne l'a plus jamais revu. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le deuxième extrait était celui d'une femme, probablement à la fin de la trentaine. J'ai démissionné après avoir découvert que mon salaire était lié à un accord de confidentialité. Je n'ai jamais signé. On m'a dit que j'avais déjà accepté. Quand j'ai refusé, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu me disant que je ruinerais ma vie si je persistais. Chaque clip faisait monter la tension d'un cran. Mais ce qui secoua réellement la salle, ce fut une déclaration écrite d'un ancien entrepreneur en sécurité. Il y détaillait un protocole secret en vigueur lors des soirées privées. Les invités devenus trop bruyants, trop visibles ou émotionnellement instables étaient escortés vers un endroit appelé la salle 17. Cette pièce ne figurait sur aucun plan. Elle n'était pas dans le système de sécurité. Mais elle existait derrière un panneau miroir, dans l'ailée, à l'intérieur de la chambre 17. La déclaration parlait de murs rembourrés, d'un lit simple, d'une caméra fixée, et d'un classeur métallique rempli de dossiers personnels. Chaque dossier contenait, selon ce garde, des polaroïdes, des NDA, et ce qu'il décrivait comme du matériel de chantage. Le juge ordonna que ces détails soient temporairement supprimés du dossier officiel en attendant vérification. Mais il était trop tard. La presse s'en était emparée. Les réseaux sociaux explosèrent quelques minutes après la pause. Le témoignage de la femme de ménage avait ouvert une porte. Désormais, le monde entier regardait à l'intérieur. Jusqu'ici, le nom de Kim Porter avait été tenu à l'écart des témoignages par respect, par prudence. Mais l'accusation franchit un cap. Elle affirma qu'il était impossible de nier le lien entre ce que la femme de chambre avait vu et ce qui était arrivé à Kim. Kim Porter, mère de 3 enfants de Didi, avait été retrouvée inconsciente à son domicile en novembre 2018. Le rapport officiel parlait d'un cas soudain de pneumonie à faible risque, mais ces derniers jours avaient été étranges. Ses amis racontèrent qu'elle était paranoïaque. Elle aurait même confié à sa famille. Si quelque chose m'arrive, ne croyez pas que c'était un accident. La femme de ménage témoigna qu'en effet, les semaines précédant la mort de Kim, l'atmosphère dans le manoir avait changé. Didi avait cessé d'organiser des fêtes. Il semblait nerveux. Les déchets qu'elle devait trier étaient différents. Un jour, dans la cuisine, elle trouva un dossier Kraft étiqueté « vinyle fin ». Il était jeté à la poubelle. Elle ne l'ouvrit pas, mais se souvint d'autre chose ce jour-là, un message vocal laissa sur la ligne fixe de la maison. C'était court. Mais c'était la panique. Elle pleurait. Le message avait été supprimé quelques minutes plus tard par un autre membre du personnel, mais la femme de ménage se souvenait parfaitement d'une phrase. « Ils savent que je vais parler. Je ne veux tout simplement pas mourir pour ça. » Dans la salle d'audience, le juge se tourna vers le jury. « Ces informations, déclara-t-il, ne seront pas considérées comme concluantes. Mais les déclarations du témoin s'inscrivent dans un récit plus large. » La défense objecta. L'objection fut notée. Mais l'effet était déjà là irréversible. La mort de Kim Porter n'était plus perçue comme une tragédie isolée. Elle était désormais un fil, tissé dans une toile sombre, dense, inquiétante. Et cette femme de chambre avait peut-être tiré sur ce fil. La dernière partie de son témoignage porta sur ce qui avait tout déclenché, les déchets. Des années de rebut. Ignorés. Brûlés. Jetés. Oubliés. Mais maintenant, chaque enveloppe déchirée, chaque papier brûlé, chaque photographie jetée revenait hanter l'homme qui croyait ses secrets effacés. La femme de ménage présenta une dernière pièce. Un sac en plastique scellé, gardé des années dans un garde-meuble. Trop effrayé pour le détruire. Trop terrifié pour le révéler. À l'intérieur, des polaroïdes brûlés, des cartes mémoire partiellement fondues, des notes manuscrites portant des noms et des dates. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait à l'époque, dit-elle. Mais maintenant, je sais que c'était une forme d'assurance. Le parquet demanda à ce que le contenu soit présenté comme preuve, sous stricte protection. Le juge approuva. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Didi se leva. Il ne parla pas. Il ne protesta pas. Il ne regarda même pas le juge. Il se tourna vers son avocat, murmura quelques mots à voix basse, puis se dirigea simplement vers la sortie. Quelques instants plus tard, le juge demanda une suspension d'urgence. À l'extérieur, les journalistes étaient stupéfaits. La salle d'audience ne reprit que 2 heures plus tard, et lorsque ce fut le cas, le siège de Didi était vide. Les rumeurs allèrent bon train. Crise de panique. Et effondrement nerveux.
Un risque de fuite. Un malaise dans le couloir. Mais une chose était claire. La femme de chambre avait tout changé. Ce qui avait commencé comme un témoignage discret, presque ignoré, s'était transformé en la pierre angulaire de l'un des moments judiciaires les plus choquants de l'histoire moderne des célébrités. Et lorsque le silence retomba, le monde comprit enfin une vérité simple. Parfois, la vérité ne vient pas des célébrités. Elle vient de celles qui nettoient après. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Merci pour votre soutien.